Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. Territoire d'élus, l'émission pour mieux connaître nos territoires et la gestion de nos collectivités. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est Sullivan qui va vous accompagner pendant toute cette heure dans l'épisode 2 de votre rendez-vous désormais incontournable tous les premiers mardis du mois, 18h-19h. Vous l'avez entendu en jingle, c'est Territoire d'élus. Et pour cette deuxième émission, nous avons la chance donc d'avoir deux conseillers départementaux. L'un est maire de Yenne, il s'agit donc de François Moiroux et il sera accompagné ce soir de Aloïs Chasseau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir autour de la table de Radio Grand Lac pour pouvoir évoquer donc tous les sujets qui nous intéressent, notamment sur le département, sur également le Châtelard pour et toute en fait la partie du budget pour ce qui vous concerne. Monsieur Moiroux, on va échanger sur vos parcours respectifs, puisque vous êtes de jeunes élus, vous avez respectivement 38 et 39 ans. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on a envie à un moment donné de se lever le matin et de se dire tiens, je vais prendre cet engagement, je vais aller me confronter au vote et me sentir utile. On va peut-être commencer par vous, tiens François. Alors, je dirais que le parcours individuel de chacun, il est différent. Moi, pour ma part, l'engagement, il s'est fait absolument par le plus grand des hasards, si je puis dire. En 2008, il y avait une élection municipale en 2008 où mon antéprédécesseur Maurice Michaud est venu me chercher dans sa liste, puisqu'il était déjà maire et il a recandidaté pour un deuxième mandat avec qui j'ai participé entre 2008 et 2014 à Yenne. Voilà, c'est un peu le hasard et c'est l'insistance de Maurice Michaud à l'époque d'ailleurs, parce que moi j'étais pas du tout prêt ni préparé à un mandat municipal de conseiller municipal. Et puis à force d'insistance, et puis le fait est vraiment que effectivement moi je suis natif de Yenne, donc le fait d'être natif d'un territoire, d'aimer particulièrement son territoire, finalement, même si j'étais jeune, j'avais 25 ans à l'époque, je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Et quand on commence à s'intéresser aux affaires municipales, je dirais qu'on est happé par les dossiers, par les projets, par l'actualité de sa commune et de son territoire. Et ensuite, je dirais que ça se poursuit tout seul jusqu'à effectivement l'année dernière, de mars 2020, où effectivement j'ai mené une liste à Yenne et j'ai eu le très grand privilège, le très grand honneur d'être élu maire l'année dernière. Félicitations, mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même un parcours quand même. On voit une vraie évolution parce que de commencer à 25 ans pour ensuite mener autour de vous une liste et effectivement aller gagner une élection pour donc remporter un siège de maire, ça fait quand même une évolution qui est significative. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi le chemin sur ces 12 dernières années ? Je dirais que c'est l'intérêt de la vie publique qu'on peut avoir au fond de soi. Alors, j'ai envie de dire, soit on l'a, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, c'est pas très grave, c'est pas une tare, ça arrive à plein de gens. Et si on l'a, il faut s'en servir, il faut l'utiliser à bon escient pour sa commune, pour son territoire. Et effectivement, dans les années de conseiller municipal que j'ai pu faire à partir de 2008, j'ai assez rapidement senti le fait que j'avais envie de m'investir pour mon territoire, pour les habitants. Et c'est vrai que moi j'ai une définition un petit peu personnelle de l'élu, de ce qu'est un élu et un maire en particulier. Je considère qu'il faut aimer son territoire et ses habitants. Et j'ai l'immense prétention de croire que j'aime à la fois mon territoire et à la fois mes habitants. C'est une très très belle formule, merci beaucoup. Aloïs Chasseau, vous êtes conseiller départemental à Chambéry, donc et vous êtes également donc dans les listes municipales de Chambéry. Pareil, vous êtes plutôt jeune, donc pour le coup, comment est arrivé votre engagement et de quelle manière vous avez articulé tout ça ? Alors moi, un petit peu comme François, en fait, je n'étais pas du tout destiné à ça. Je n'ai pas fait d'études là-dedans, j'avais pas de carrière particulière, de vision particulière, parce que moi, à la base, mes études, c'est dessinateur industriel. Donc, vous voyez que ça n'a pas grand rapport avec la politique. Moi, j'ai pas, même si j'ai attaqué par un mandat municipal en 2014, mais moi, j'ai mis le doigt dans la politique en 2008. En fait, d'accord. 2007-2008, où il se trouve qu'il y avait l'élection présidentielle, et puis je raconte un peu cette histoire, mais j'étais sur mon canapé
Et il y avait les débats, et puis il y en avait pour lesquels j'étais d'accord, d'autres pour lesquels j'étais pas d'accord. Et lui il a raison, lui il a tort, lui. Et puis à un moment je me suis dit ok, t'es sur ton canapé, c'est bien, t'es d'accord, pas d'accord, mais à un moment qu'est-ce que tu fais de plus que râler sur ton canapé, quoi. Et du coup, je me suis engagé en fait dans un parti politique. Voilà. J'ai pris ma carte à l'époque à l'UMP. Et puis là, de fil en aiguille, de rencontres en fait, avec des élus, avec des jeunes aussi, on crée du lien, on crée du contact, et puis on se retrouve en 2014 élu à la ville de Chambéry sur la liste de Michel Dantin. Voilà, c'est là où vraiment j'ai mis pied dans la vie publique, dans la vie politique. Je m'y intéressais quand même avant. Je pense que je rejoins François pour dire que effectivement il faut aimer son territoire, il faut aussi aimer les habitants, aimer le contact. Aimer se faire engueuler aussi, accepter de se faire engueuler. Et puis voilà, c'est en fait cette évolution-là qui a fait qu'aujourd'hui je suis conseiller départemental, dans la majorité avec François Verker-Wegemar, avec un certain nombre d'autres aussi jeunes et moins jeunes. Mais voilà, moi mon parcours était pas du tout, en tout cas j'étais pas du tout destiné à faire ça, et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir le faire de la politique, faire de la vie publique en fait, au service des habitants de mon territoire, le territoire chambérien et Jacob pour ce qui est du mandat départemental. D'accord. Une petite précision, on a la commune, la communauté de communes, le département, la région. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'ordre là-dedans ? Comment est-ce qu'on devient conseiller départemental ? Par quel biais ? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quelle manière on devient conseiller départemental ? François ? Alors là encore, je pense que les parcours sont différents. Moi, j'ai été amené à être candidat en binôme avec Marie-Claire Barbier, donc qui est maire de Chindrieux sur notre canton. Déjà parce que mon prédécesseur, son binôme du mandat précédent, Gaston Artaud-Bertet, ne se représentait pas, et D'accord. il m'avait sollicité, il souhaitait de tout son cœur que je sois son successeur. Et les choses se sont passées comme ça. Je connaissais Marie-Claire Barbier depuis quelques années aussi, on s'entendait très très bien. Donc cette facilité-là a fait que j'ai été candidat effectivement au printemps dernier avec Marie-Claire Barbier. Et je dirais que au-delà de l'aspect un petit peu amical, affectif ou de bonne entente avec les hommes et les femmes de ces territoires pour faire une politique locale au niveau du conseil départemental, il y a aussi le fait que je trouvais intéressant en tant que maire de Yenne, maire d'un bourg de notre canton, de pouvoir m'investir, de pouvoir m'impliquer au sein du conseil départemental. Avec Marie-Claire, j'ai la prétention de croire qu'on représente assez bien notre canton, notre territoire par rapport à nos communes. Moi, je suis maire d'une commune de 3000 habitants. À 3000 habitants, c'est la plus grande commune de notre canton. Marie-Claire, à Chindrieux, 1200, 1300 habitants. Donc, on connaît particulièrement les problématiques à la fois des petites communes et à la fois des bourgs-centres qui maillent un petit peu notre territoire. Et puis, je n'oublie jamais que quand on est élu municipal, particulièrement en Savoie, on sait que le département, que le conseil départemental, c'est le premier partenaire des communes. C'est le premier partenaire du bloc communal, bien sûr d'un point de vue financier, mais pas que, mais aussi en termes d'ingénierie, de soutien ingénierie ou de soutien technique, raison pour laquelle le partenariat est indispensable, notamment pour que des petites communes avec des moyens financiers assez limités peuvent arriver à sortir des projets intéressants pour les petites communes, pour leur population, pour des services, pour des activités. Donc c'est important, je pense que le maillage soit établi, si je puis dire, complètement entre les communes, le bloc communal et le conseil départemental. C'est aussi donc du coup un engagement, un ascenseur que vous renvoyez, une forme de reconnaissance votre engagement, c'est aussi une reconnaissance quelque part du département qui peut agir favorablement donc du coup pour ces bourgs. C'est une forme de reconnaissance, et puis c'est aussi une forme de dire à nos collègues
maires sur le canton. On est 30 communes sur le canton, donc il y a 30 maires. C'est aussi une manière de leur dire, voilà, on est des vôtres, on connaît les problématiques des petites communes rurales, et on va travailler ensemble, on va travailler pour vous, pour soutenir vos projets, pour les présenter de la meilleure manière, pour que vous puissiez avoir des financements départementaux les plus pertinents, les plus appropriés, et également au besoin qu'on puisse participer, je dirais, créer du réseauter, si je puis dire, avec d'autres partenaires que peut être l'État ou que peut être surtout le Conseil régional, enfin, tout ce qui est un petit peu au-dessus de nous. Aloïs, de votre côté, cet engagement départemental? Oui, alors comme François, moi je me suis présenté sur un canton où effectivement l'élu précédent, donc pour moi c'était Michel Bouvard, ne se représentait pas. Et il se trouve que j'étais, sous le mandat précédent, son suppléant. Donc, entre guillemets, c'était un petit peu naturel, du coup, que je sois candidat sur ce canton-là, en binôme avec Brigitte Beauchaton, qui est, qui était et qui est toujours maire de Jacob-Belcombette, puisque nous, notre canton, c'est 2 communes, une partie de Chambéry et la commune de Jacob-Belcombette. Voilà. Et pour moi, le département est vraiment, comme l'a dit François, un partenaire en fait des communes. Et donc ça avait vraiment du sens. Le mandat de conseiller municipal et le mandat de conseiller départemental, ça permet vraiment de pouvoir apporter à la commune des choses, des financements, mais comme l'a dit François aussi, pas que des financements. Ça permet vraiment de créer ce lien-là. Et pour moi, le département, et c'est pour ça que cet engagement est important, et c'est pour ça que je me suis engagé en tant que conseiller départemental, parce qu'on peut agir en proximité avec les habitants et pour le territoire. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'anime, et c'est vraiment des mandats, que ça soit le mandat municipal ou le mandat départemental, on peut vraiment être là en proximité, agir pour les habitants, être là pour recueillir leurs attentes, leurs besoins, et pouvoir intervenir avec les compétences du département et agir pour améliorer la qualité de vie des habitants. Est-ce qu'il est possible que, parce que du coup vous agissez dans 2 cantons qui n'ont pas grand-chose à voir, mais est-ce qu'il est possible que parfois vous puissiez vous concorder sur un certain nombre de sujets ou pas du tout? Ça n'arrive pas. Ou vraiment vous travaillez sur vos propres cantons? On arrive à discuter. Alors c'est vrai que là le mandat démarre, donc on n'a pas encore forcément eu le temps de pouvoir échanger sur les différentes problématiques des territoires. Mais en tout cas, oui. Enfin, je veux dire, avec François, on se connaît depuis un certain nombre d'années, donc oui, bien évidemment. Tout à l'heure, François, vous parliez des problématiques de centre-bourg. De quoi est-ce que vous vouliez parler précisément? Parce qu'effectivement, le sujet de Yenne, donc qui est effectivement au cœur, à côté de Saint-Paul, Saint-Paul-sur-Yenne, toutes ces communes-là, vous parliez d'une problématique liée parfois au centre-bourg. Et d'ailleurs, ça trouve un peu un écho avec Chindrieux et donc les communes autour. C'est quoi le genre de problématique que vous évoquiez? Alors, les bourgs qui sont un petit peu centralisateurs comme Yenne, ou comme peut l'être le pôle Chindrieux, Ruffieux, éventuellement même Serrières, on a souvent des problématiques qui sont assez communes. C'est que nous sommes des points d'attractivité par rapport aux communes qui sont autour de nous, et on se doit, pour nos habitants, mais aussi pour ceux des communes aux alentours, d'entretenir et de développer des infrastructures, donc aussi des services, de l'activité, du commerce et bien sûr des emplois. Et c'est un petit peu ces particularités-là qui font qu'on doit travailler de manière un petit peu approfondie pour garder les services, développer les activités dans nos centres-bourgs, et pour garder de l'attractivité par rapport aux grandes agglomérations qui sont un petit peu plus loin, Chambéry, Aix-les-Bains. Alors la Chautagne est très proche d'Aix-les-Bains. Il y a une attractivité naturelle qui se fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin pour nos habitants de mener des projets pour qu'ils se sentent bien, ils se sentent investis par leur commune, investis par leur territoire. Et je vais employer le mot qui est très souvent utilisé. Il faut pas que nous devenions des zones dortoirs. Et c'est un petit peu notre combat dans nos territoires, où on est à la fois
dans des situations un petit peu rurales, ce qui est très intéressant, et à la fois proche d'agglomérations importantes. C'est un petit peu l'enjeu sur lequel on doit être vigilant afin de ne pas avoir des communes dortoirs. Vous parlez de projet, justement, quand on est sur le canton de Jacob Belcombette, on connaît quand même l'attractivité principale donc de Jacob. Quand on parle de projet et justement d'envisager ce canton-là, par quel biais on le prend, par quel bout on commence et quelles sont les perspectives ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout, sur un canton vraiment urbain comme celui de Chambéry-Jacob, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que le canton du Bugey-Savoyard. Je dirais que nous, on a des bassins d'emploi, on a des bassins de logement. On a des enjeux qui sont vraiment des enjeux de ville, en fait, de mobilité, de déplacement. Ça, c'est vraiment des enjeux importants. Vous citiez Jacob, on a des enjeux au niveau de l'université également, des étudiants, à la fois des logements étudiants, des déplacements aussi pour les étudiants, des jobs étudiants, des stages. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, il faut le mêler avec les différentes compétences du département, puisque le département n'est pas compétent sur tout. En fait, sur tous les sujets. Typiquement, être compétent sur quel sujet particulièrement ? Alors, la grosse compétence du département aujourd'hui, c'est la compétence sociale, en fait. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui le cœur de métier du département. Les routes. Mais alors pour un canton comme le mien, les routes ont beaucoup moins d'importance. Quand on est sur un canton comme celui de François, ça a un petit peu plus d'importance. Et quand on est sur des cantons, on s'éloigne du territoire de Radio Grand Lac, mais quand on est sur des territoires comme la Maurienne ou la Tarentaise, là c'est des enjeux qui sont vraiment stratégiques. Sujets, ouais. Ah bah oui, les gorges du Val d'Arly, c'est un vrai sujet dont on parle très très régulièrement. Mais voilà, en tout cas nous sur notre territoire comme Chambéry-Jacob. Voilà, les enjeux sociaux sont aujourd'hui très importants. Quand je te parle de compétences sociales, c'est pas seulement le RSA par exemple, puisqu'on entend souvent à travers social le RSA. Maintenant, c'est les personnes âgées, les personnes handicapées. Voilà, ça c'est des enjeux aussi, des enjeux pour demain. Oui, je crois que d'ailleurs c'est l'un des sujets sur lesquels vous travaillez en tout cas. Dans votre mandat de conseiller départemental. On en revient juste après. On va faire une courte pause musicale et on se retrouve sur Radio Grand Lac dans Territoire d'élus, l'épisode 2. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Territoire d'élus, l'émission pour mieux connaître nos territoires et la gestion de nos collectivités. On est de retour sur le Grand Lac 92.1 pour votre épisode 2 de Territoire d'élus. Ce soir, je suis accompagné donc du maire de Yenne, François Moiroux, ainsi que du conseiller départemental, Aloïs Chassot. Et on est en train d'évoquer donc effectivement les commissions qui pouvaient interagir donc sur le département. Il y avait une commission effectivement donc qu'on avait commencé à évoquer avec Aloïs. Qui concernait donc l'autonomie, la santé, pour notamment les personnes les plus vulnérables ou les personnes âgées. Est-ce qu'on peut en dire un mot de cette commission ? Alors déjà, ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet, ce thème des personnes âgées, c'est quelque chose de très très important pour le département, pour le conseil départemental bien évidemment, mais je dirais quel que soit le territoire, urbain ou rural. Je ne vous apprends rien en disant qu'on arrive dans le papy boom et les années à venir vont encore voir se développer le papy boom et l'entrée dans le 3e âge, voire le 4e âge d'une grande part de la population. Et nous devons d'être en soutien actuellement, mais aussi de préparer l'avenir en termes de services, de besoins, de répondre aux besoins de nos parents, de nos grands-parents pour les prochaines années. Donc c'est quoi ? C'est des maisons médicales ? C'est peut-être des postes avec des infirmiers libéraux ? Enfin, comment est-ce que ça se traduit ? Alors les besoins sont très différents en fonction très certainement aussi des territoires. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le pays yennois. Nous justement, on a un schéma, je dirais, d'attention aux personnes âgées qui date depuis quelques décennies et on arrive un petit peu à un tournant où on voit bien que le papy boom arrive et que il est peut-être le moment de
réfléchir, de se poser et de savoir si l'avenir ne serait pas différent en termes d'attente, de besoin, de prise en charge. Donc on est en train d'étudier ce sujet-là depuis quelques mois et encore pour quelques semaines afin de, sur notre territoire, proposer, arriver à articuler, pas forcément que la puissance publique, mais avec aussi l'ARS, avec des partenaires comme le département, bien évidemment, la collectivité commune de Yenne, la communauté de communes de Yenne, tous ensemble pour arriver à travailler sur ces sujets-là et offrir des réponses pour les besoins qui arrivent pour les années qui viennent. Et bien évidemment, le département est un soutien, un financeur, un partenaire sur ces sujets-là actuellement, et il le sera forcément demain. Est-ce que Aloïs voulait compléter les propos ? François a entièrement raison sur les enjeux de demain. Moi, je rajouterais simplement peut-être pour vous donner quelques chiffres. Si on ne cite que les personnes âgées, le département consacre quand même 55 millions d'euros en fait pour tout ce qui est prévention de la perte d'autonomie en fait et à l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. Ouais, voilà. C'est un vrai sujet. C'est un vrai. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet d'avenir en fait, et c'est en plus un sujet d'avenir qui, comme le disait François, voilà, se développe en fait. Il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de personnes, si on est sur le RSA, des personnes qui touchent le RSA en fait, et donc c'est des budgets qui nécessairement augmentent en fait de budget en budget. On parlait également tout à l'heure de création de projets sur le département ou dans nos cantons. Concrètement, Aloïs, c'est quoi mener un projet à bien lorsqu'on fait campagne et que on doit effectivement réaliser ce pour quoi on a été élu? Comment est-ce que ça se traduit? Par quel projet ça se traduit? Alors, je vais vous prendre un exemple. Un exemple qui me vient à l'esprit là. Effectivement, on avait en tout cas avec Brigitte, on avait un engagement de campagne qui est l'aménagement, la sécurisation d'un cheminement piéton en fait sur un axe départemental qui se situe où? Qui se situe en fait entre Chambéry et Jacob, qui s'appelle l'avenue de la Grande Chartreuse, et oui. Vous avez une petite portion en fait d'une 150 mètres, 200 mètres, qui aujourd'hui n'a pas de cheminement piéton satisfaisant, et vous avez un développement en fait urbain du haut de Chambéry, le secteur des Charmettes et le secteur de Jacob, et vous avez donc aujourd'hui des gens qui, en tout cas, ne sont pas en sécurité lorsqu'ils souhaitent descendre à pied dans Chambéry. Et donc cet engagement de campagne, on l'a pris, et aujourd'hui on mène ce projet-là. C'est un projet qui on en parle depuis un paquet d'années. Si vous voulez, c'est une voirie départementale, mais c'est un axe qui peut être géré par l'agglomération et sur la commune de Chambéry. Donc, en France, on aime bien les millefeuilles administratifs. Donc voilà, un coup c'est le département, un coup c'est la ville, un coup c'est l'agglomération, et puis comme ça peut durer un certain nombre d'années. Moi, la volonté, c'est que d'ici à la fin du mandat, même si possible bien avant, on ait sécurisé cet aménagement. Et donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, on va mettre autour de la table, en fait, alors dans un premier temps, le département pour bien se mettre d'accord, et puis après la ville et l'agglomération. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On a cette problématique-là, cette sécurisation de ce cheminement piéton-là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour améliorer la qualité? Là, c'est de la qualité de vie, c'est même de la sécurité, et pour que les gens, si possible, ne prennent pas leur voiture pour faire les 300 ou 400 mètres qu'il y a des Charmettes ou du Haut-de-Jacob pour descendre dans Chambéry, mais demain puissent descendre à pied jusqu'à la ville centre. Voilà. Donc, dans un premier temps, on met les gens autour de la table, on discute. On essaye de se mettre d'accord sur le projet, on se met d'accord sur les financements aussi, puisque chaque projet a un coût, et donc il faut répartir ça. Et puis après, derrière, on le met en œuvre. Voilà, ça c'est un exemple de ce qui est fait. Exemple très concret, merci beaucoup. Et vous, de votre côté, du coup, François Moirot, du côté d'Yenne, oui. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Aloïs, parce que effectivement, pour prolonger ce que disait Aloïs, on a par rapport aux millefeuilles auxquels on reproche souvent beaucoup de choses entre les différentes collectivités, types et strates de collectivités qui peuvent intervenir sur un projet, et où de temps en temps la balle est un petit peu renvoyée, ça peut durer quelques temps comme ça.
En Savoie, depuis pas mal de temps, j'ai presque envie de dire que c'est historique et culturel, on a un conseil départemental et des conseillers départementaux qui sont un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, ou en tout cas faire de sorte qu'il n'y ait pas trop d'inertie dans ce genre de difficultés. Ce qui fait que bien souvent, le conseil départemental, alors bien évidemment sur des sujets qui le concernent, parce qu'on ne fait pas d'ingérence dans ce qui ne nous concerne pas, mais prend son bâton de pèlerin, fait de sorte de mettre tous les interlocuteurs autour de la table pour que les choses puissent avancer sereinement en étudiant les faisabilités administratives, techniques et aussi financières, mais aussi et surtout pour que les choses avancent positivement pour les territoires. Et François a raison, effectivement, le département est vraiment là pour faciliter les choses, en fait. Il met les gens autour de la table, il y a des financements aussi, puisque moi, si je parle du territoire, en fait, pour lequel on a des contrats territoriaux de Savoie, qu'on appelle les CTS, donc c'est en fait le département qui vient financer des projets d'agglomération. C'est quand même pratiquement 3 millions d'euros par an qui sont mis pour venir financer en fait des projets à destination des communes, une crèche, une école, un cheminement, voilà. Et là, le département vient là pour accompagner et faciliter le travail des communes. Je crois que c'est très important ce que vous venez de souligner, parce que souvent, enfin en tout cas pour nous tous, quand on parle de millefeuille administratif, c'est surtout l'inertie qu'il y a entre ce côté. En fait, on reproche pas qu'il y ait un millefeuille, on reproche l'inertie. Et effectivement, au regard de ce que vous êtes en train de souligner, avec l'action quotidienne, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup moins, ou en tout cas n'existe quasiment pas, quoi, parce que du coup il y a un réel engagement de mettre tout le monde autour de la table. Concernant donc les projets sur l'agglomération chambérienne et donc ce passage du côté de Yenne, quels sont les grands projets à venir? Alors, nous, on a eu la chance de se voir, c'est en tant que maire de Yenne que je vais parler un instant, on a eu la chance de se voir proposer un appel à projet par le conseil départemental qui s'appelle Petite Ville de demain en Savoie. Voilà, c'est un exemple. En quoi ça consiste? Alors, c'est un appel à projet pour les bourgs centralisateurs du département qui ne sont pas intégrés dans le dispositif Petite Ville de demain de l'État. Il y a un dispositif national de l'État, il y a un dispositif assez similaire au niveau du département pour les communes qui ne sont pas prises en compte, si je puis dire, par l'État. Et ce qui veut dire que c'est un appel à projet sur lesquels une douzaine de communes ou de pôles ont pu candidater. Donc c'est bien évidemment des communes centralisatrices, donc avec un petit peu comme Yenne. Alors il y a Chindrieux-Ruffieux aussi, qui sont centralisateurs, on en parlait tout à l'heure. Il y a d'autres communes en Savoie. Et l'intérêt, c'est de pouvoir proposer des projets structurants au niveau intercommunal, mais au premier sens du terme, et de bénéficier d'un soutien financier du département. En plus, et je dirais au-delà des lignes de financement habituelles que les élus ont l'habitude de connaître par les financements du département. Donc c'est un soutien financier en plus. Donc nous, par exemple, sur Yenne, on a déposé un projet avec 2 volets. Donc un projet qui se monte approximativement à 4 millions d'euros, avec un volet consacré à de l'aménagement urbain, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de l'aménagement de centre-bourg, avec là aussi, bien évidemment, la réfection de routes, de trottoirs, d'axes d'entrée de ville, mais aussi la prise en compte des modes de déplacement doux, y compris dans notre centre-bourg, mais en allant aussi jusqu'à certains hameaux, de manière à permettre aux habitants de ces hameaux qui sont pas trop loin du centre-bourg de pouvoir venir dans notre centre, auprès des commerces, des services, avec la famille, en vélo, avec la poussette, de manière apaisée, de manière sécurisée. Donc il y aurait une restructuration finalement du centre-bourg, donc par ses accès, mais donc peut-être aussi par ses services proposés. Absolument. Alors, il y a une question, je dirais, de mise à niveau de l'infrastructure routière, si je puis dire. Il y a une question d'embellissement, donc c'est aussi l'intérêt de notre commune et de notre territoire. Et puis il y a aussi une question de praticité et de sécurité
pour nos habitants dans les hameaux concernés. Voilà, ça c'est un grand volet d'aménagement, mais ça remet aussi en valeur notre centre-bourg, parce que c'est vraiment les axes qui arrivent sur notre place principale. Et puis le deuxième volet important aussi, c'est un volet, je dirais, sportivo-associatif. C'est-à-dire que nous avons dans notre complexe sportif une carence en termes d'infrastructure. Il nous manque un terrain de tennis, un court de tennis couvert. Donc on porte ce projet-là, on porte aussi la création d'un bâtiment multi-association, si je puis dire. Un gymnase, en fait. Alors, pas un gymnase, quelque chose qui leur permette d'évoluer en dehors de leur pratique sportive, parce que pour l'activité sportive, on a déjà 2 gymnases, on a un stade, on a du tennis. Par contre, il n'y a pas de clubhouse, il n'y a pas de petits bureaux. Pour l'instant, ça reste un petit peu sommaire, artisanal, sommaire, bancal comme organisation, raison pour laquelle on souhaite les soutenir par effectivement un bâtiment modulaire qui puisse leur permettre d'avoir une activité extra sportive, si je puis dire. Voilà, donc on a délibéré pas plus tard que vendredi au conseil départemental à Chambéry sur le soutien à ces communes, à ces 12 communes, à ces 12 pôles retenus à Petite Ville de Demain en Savoie. Donc il y a une enveloppe de 3 millions d'euros pour ces 12 pôles. Sur la commune de Yenne, nous avons fléché 250 000 euros, voilà, donc qui ne seront pas attribués sur la totalité des 4 millions, mais que sur certains volets d'investissement, bien évidemment. Et justement, sur certains volets d'investissement, avoir 250 000 euros, c'est un très grand soutien. Ça n'empêche pas que sur ces projets qui seront financés par Petite Ville de Demain en Savoie, on ait accès aux lignes classiques du département. Et sur les autres projets qui ne seront pas financés par Petite Ville de Demain en Savoie, on aura malgré tout les lignes classiques sur lesquelles on pourra solliciter, ou on pourra avoir un soutien financier et du département et de la région, etc., etc. Voilà, donc c'est un petit peu technique, mais par contre, ça montre l'importance des collectivités de proximité comme l'est le département, même s'il est au-delà de la commune, ça reste une collectivité, un interlocuteur de proximité. Moi, je pense que c'était tout à fait nécessaire, effectivement, cette mise en lumière que vous avez pu faire tous les deux, justement, sur effectivement le rôle du département, sur des exemples tout à fait concrets. Parce qu'effectivement, là, on s'aperçoit que là, concrètement, c'est le yen et vraiment la praticité au quotidien on a que un vous projet avancez. qui est simple, deux exemples, 200 mètres d'aménagement piéton, et puis effectivement la restructuration, comme François l'a dit, du centre de Yenne. Donc voilà, ça montre un peu la diversité aussi des projets qu'il peut y avoir au niveau départemental. Des territoires, ouais, bien sûr, tout à fait. Et on a aussi, alors il faut aussi préciser que on peut intervenir sur des, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, petits projets dans des petites communes. Je prends l'exemple, il y a quelques semaines, on a été à l'inauguration sur la commune de Marcieux, à côté de Novalaise, petite commune de 250-300 habitants au maximum, d'une aire de jeu pour enfants avec un city-stade, un petit stade de foot city-stade en zone rurale, c'est assez drôle de dire ça. Et il y a eu un soutien à la fois du conseil régional et à la fois du conseil départemental qui va arriver d'ailleurs. On n'a pas encore tout à fait payé, mais on s'est engagé à le faire. Sur ce projet-là, et il est vrai que pour des petites communes avec des budgets entre guillemets à la hauteur de la taille de ces communes, ça peut être compliqué parfois. Au-delà, je dirais des sujets entre guillemets régaliens sur lesquels la commune doit s'occuper, c'est-à-dire ses bâtiments, ses routes, son école, monter des projets un petit peu plus différents. Financièrement, ça peut les mettre en difficulté, et en tout cas, les aides qu'on apporte, ça permet de finaliser financièrement ces projets, et à défaut de les finaliser, ça les fait arriver certainement plus rapidement. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on va faire une courte pause musicale, on se retrouve dans 3 minutes sur Territoire d'élus. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Territoire d'élus, l'émission pour mieux connaître nos territoires et la gestion de nos collectivités.
Tu t'en iras. Nous, on est restés, en tout cas, on est bien là, on est dans Territoire d'élus, l'épisode 2. On se retrouve encore une fois tous les premiers mardis du mois, de 18h à 19h. Ce soir, je suis accompagné de 2 conseillers départementaux, à savoir donc François Moreau, qui est également maire de Yenne, et Aloïs Chassot. En antenne, on disait que ça pouvait valoir le coup d'expliquer comment fonctionnait finalement ce conseil départemental, parce que c'est un grand bain de démocratie à notre échelle, Aloïs. Oui, effectivement, on a besoin, on en discutait avec François aussi, d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, une assemblée départementale fonctionne un peu sur le même schéma qu'on peut avoir dans une commune, une agglomération, ou même ce qu'on peut voir à la télé au niveau de l'assemblée, par exemple. Vous avez une assemblée qui se réunit, où tous les conseillers départementaux sont là, et on présente un certain nombre de rapports et qui sont débattus ou pas, et puis ensuite votés. Mais ce qui est important pour moi au niveau départemental, c'est le travail en commission. Et c'est peut-être ça qui fait un petit peu en tout cas moi je le perçois comme ça, la particularité. Les commissions ont vraiment beaucoup d'importance au niveau départemental. Vous en avez 5, plus cette année on a créé une intercommission. L'intercommission au niveau du développement durable, puisque c'est vraiment des sujets qui doivent être en fait transversaux, et donc c'est dans ce sens que cette intercommission a été créée. Et donc pour ce qui nous concerne avec François, donc on l'a dit, dans la 4e commission. Et c'est vraiment là que les sujets sont amenés et que le débat se fait. En fait, vous avez des sujets qui peuvent être portés par les services ou par l'élu, le vice-président en charge ou un élu en charge. Le dossier est préparé par les services, il est présenté en commission. En fait, et là où on décide, en fait, on échange, on débat vraiment de l'intérêt de ce projet. Est-ce qu'il faut l'améliorer, le modifier, le présenter, pas le présenter, etc. Qui le présente? Il y a vraiment, moi je me souviens de la commission qu'on a eue la semaine dernière. Voilà, sur un certain nombre d'aides, par exemple, et on liste en fait les associations, on liste les aides et on débat, on apprend sur les associations, on voit comment est-ce qu'elles fonctionnent, on fait certaines préconisations aussi de mieux surveiller une association, par exemple, lorsqu'on peut avoir quelques doutes, ou alors d'abonder plus au niveau d'une autre association parce que le département souhaite le soutenir, et on peut débattre pendant des dizaines de minutes sur le bien fondé d'un don pour une association. Et des fois, ça peut être, François, tu te souviens, c'est 250 € d'aide, et on peut, non mais c'est important, c'est de l'argent public, donc on peut débattre plusieurs minutes sur 250 € d'aide, comme on peut débattre sur 50 000, 100 000, 200 000 ou 500 000 €. Et donc le travail qui est fait en commission est vraiment très important. Et ensuite, une fois que la commission est d'accord, en fait, on va aller le présenter au niveau de l'Assemblée départementale. Alors, il peut être présenté en commission permanente. Là, il y a tout un tas de rapports qui sont présentés. C'est toute la vie, en fait, quotidienne d'un département. Donc, vous avez tout un tas de rapports qui appellent même pas de débat. Et puis, vous en avez certains sur lesquels on peut débattre. Donc, c'est présenté soit en commission permanente, soit au niveau de l'Assemblée, en fait, départementale. Et une fois que c'est voté, dans ce cas-là, ça peut être mis en œuvre. Est-ce que vous voulez rebondir, François? Non, très belle présentation. Ouais, c'est plutôt très bien présenté. Ouais. Ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, c'est la configuration, je dirais, démocratique de notre pays est la même, quel que soit le type de collectivité. La théorie reste la même de la plus petite commune de France jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que on a dans chaque commune, intercommunalité, département, région ou Assemblée nationale, ou même au Sénat également, et l'Union et l'Europe, des élus qui travaillent dans des commissions pour défricher des sujets, pour travailler sur des sujets qu'ils apportent, sur des thèmes précis. Il y a aussi les services qui peuvent aussi abonder de la réflexion, de l'étude, de l'analyse. Et puis, des propositions, des préconisations sont faites par les commissions, et ensuite la délibération, la décision à prendre, elle revient toujours à l'assemblée délibérative, c'est le conseil municipal, le conseil communautaire,
le conseil départemental, le conseil régional, et c'est toujours une assemblée délibérative qui vote in fine. Et ça, c'est important parce que moi, je n'ai de cesse régulièrement d'expliquer comment les choses fonctionnent dans les collectivités, comment la démocratie fonctionne finalement, parce que on voit, on l'a vu effectivement ces quelques dernières années à travers les différentes élections où il y a un peu de désintérêt d'une grande partie de la population. Beaucoup d'abstention. Ouais. Beaucoup d'abstention sur les votes aux élections. Et c'est à la fois, quand on est convaincu de l'intérêt du bien fondé de la démocratie, c'est à la fois dommage et c'est à la fois frustrant. Donc le remède que j'ai à cette situation décevante et de frustration, c'est d'expliquer, c'est de continuer, je n'ai de cesse d'expliquer comment les choses se passent, comment on prend des décisions, pourquoi on les prend. Des fois on fait des projets, on priorise des projets pour telle et telle raison, on prend jamais une décision au doigt mouillé, et puis surtout on est très vigilant effectivement de ce que l'on engage en termes d'argent public, parce que on se doit d'être vigilant et de, comme on disait autrefois, de gérer les affaires en bon père de famille. L'avenir. Donc là, vous avez été élu. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets d'avenir également. Comment est-ce que vous voyez vos cantons dans les années à venir? Parce qu'on le voit bien, il y a une forte émulation qui se passe sur nos territoires. On est très regardé, ce sont des territoires qui sont très attrayants. Et il va forcément y avoir des bouleversements dans les prochaines années. Et moi, je voudrais avoir votre regard sur votre canton, par exemple, Aloïs. Comment est-ce que vous le voyez dans les prochaines années? Je pense que, vous l'avez dit, on est un territoire qui attire, en fait. Et on va devoir maîtriser ce développement sans mettre le territoire sous cloche. Moi, c'est important. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu de dire on peut pas figer la situation parce qu'aujourd'hui on habite là, on travaille là, on est bien, et donc se dire de toute façon nous on veut pas plus de monde ou on veut pas plus de développement. Il faut qu'on arrive à faire coïncider en fait à continuer à conserver notre qualité de vie, conserver notre cadre de vie et de continuer à développer notre territoire. Alors moi pour le canton qui me concerne, c'est un canton très urbain, il y a beaucoup de développement, alors un peu moins sur Chambéry mais sur Jacob par exemple, il y a pas mal de nouveaux logements qui se construisent, c'est très bien. Il faut maintenant maîtriser. Moi, l'enjeu de demain, c'est l'enjeu des déplacements, en fait, des mobilités. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on n'ait plus ces bouchons incessants sur la voie rapide urbaine, par exemple, ou sur les axes secondaires. On parlait de l'avenue de la Grande Chartreuse tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est des axes qui aujourd'hui sont saturés parce que la VRU est saturée et du coup, on a ces cheminements secondaires qui sont utilisés par les habitants. Alors, c'est quoi les pistes de réflexion pour essayer de décongestionner tout ça? Il y en a plusieurs. Il y a le développement des modes doux de transport, le bus par exemple. Le département finance les aires de covoiturage. Voilà. Donc il faut aujourd'hui. Ils sont en train d'ailleurs de pousser un peu partout. Voilà. Il faut aujourd'hui qu'on continue à développer les aires de covoiturage parce qu'on ne peut pas continuer. On le voit. Je l'ai dit, la VRU est saturée. Il faut vraiment qu'on améliore ça. Il faut aussi qu'on regarde comment est-ce qu'on développe de manière intelligente les choses. On ne peut plus aujourd'hui construire des zones d'activité pures en fait et des zones de logement pures. C'est-à-dire que vous avez au nord de Chambéry des secteurs comme Savoie Technolac par exemple où il y a des entreprises, c'est très bien avec de très belles entreprises qui se développent avec le parc d'activités qui se développe, c'est vraiment intéressant. Et puis au sud de l'agglomération, des zones où vous avez que du logement. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez les déplacements le matin, les gens quittent le sud pour aller au nord et inversement le soir. Ramener donc, une forme d'attractivité économique au sud de Chambéry. Il faut qu'on arrive à améliorer la mixité en fait, que vous ayez des zones dans lesquelles vous avez des entreprises, du logement, des services en fait. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Typiquement, je prends un exemple sur Chambéry, mais c'est le secteur de la Cassine, par exemple. C'est vraiment la volonté qu'on a portée pendant le mandat précédent
d'amener de l'économie, 100 000 mètres carrés de bureaux, mais de renforcer en logement aussi. Parce que ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne veut pas sur ce secteur-là, c'est que vous ayez une zone où le soir, à 17h, 18h, vous ayez plus personne, en fait. Mais François en a un petit peu parlé, et du coup, créer des secteurs où c'est que du dortoir, quoi. Enfin, je pense que François a un peu les mêmes enjeux aussi. C'est de développer l'économie, de développer du logement à proximité, en fait, pour éviter les déplacements. Et quand on évitera les déplacements, en plus, on améliorera notre qualité de vie et le réchauffement, on réduira le réchauffement climatique, qui est vraiment, pour moi, l'enjeu de demain. Bien sûr. François, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Aloïs, notamment avec le développement de Chambéry-Nord et toute la partie Technolac qui continue à se développer. On avait Luc Berthoud lors de la première, et effectivement, il y a un vrai axe de développement sur Technolac. On l'a vu, ça veut dire que si Technolac se développe, on va avoir à nouveau donc des entreprises, donc de l'embauche, donc ça veut dire des personnes qu'il va falloir loger, et par la force des choses, aujourd'hui, on est sur un bassin qui devient de plus en plus saturé, où les prix explosent. Et bien sûr, Yen est en première ligne sur le marché de report, notamment des logements chambériens, bourgetins, aixois. Alors justement, est-ce que vous arrivez à l'appréhender, est-ce que vous arrivez à l'anticiper, cet enjeu ? Absolument. Alors, vous avez très bien résumé la situation. Nous, effectivement, on est d'une certaine manière, sous une certaine forme, en partie à l'origine, la cause de certaines difficultés de trafic le matin. Donc évidemment, je rejoins Aloïs sur les questions de déplacement pendulaire principalement. Et d'ailleurs, il y a une étude sur le secteur métropole Savoie en termes de déplacement qui est en cours. Et cette étude, qui est, on va dire, organisée dans la maîtrise d'ouvrage et de métropole Savoie, va jusque dans notre territoire de l'avant-pays savoyard. Donc c'est métropole Savoie plus avant-pays savoyard. Métropole Savoie, c'est vraiment l'avant-pays jusqu'à Montmélian, en fait. Ouais, c'est vraiment Mais je pense que c'est nécessaire de balayer aussi large. Et effectivement, depuis quelques années, on voit que les difficultés foncières sur Aix-les-Bains, Chambéry, ce secteur-là commencent à se reverser, à se déverser de notre côté, et les enjeux en termes d'urbanisme sont effectivement importants, et notamment les questions financières, parce que bien sûr ça fait monter les prix, ça fait monter les prix, et y compris dans des communes où les PLU, les plans locaux d'urbanisme, sont un petit peu restreintes et risquent de se restreindre pour préserver l'agriculture dans les années à venir. Ce qui fait que sur ce sujet de l'urbanisme, par exemple, vous allez peut-être être surpris de ce que je vais dire, mais on ne va pas forcément, au niveau de l'ambiance, vers des belles années. C'est-à-dire que le sujet de l'urbanisme, je considère que dans les décennies à venir, il va être explosif. Vous avez entendu parler de la possibilité dans quelques années zéro artificialisation nette. Donc ce qui veut dire que ça, c'est 2040-2050, donc c'est demain. Et tous les territoires sont concernés. Pour l'instant, il y a une différenciation territoriale qui n'est pas encore vraiment à la hauteur des enjeux, ce qui fait que potentiellement, pour l'instant, on est tous plus ou moins amenés à avoir une zéro artificialisation nette. Donc, on ne pourra plus construire, artificialiser les sols, ce qui veut dire que le sujet des parcelles constructibles, quelle que soit la destination, il va être explosif à l'avenir. Et moi, j'ai une formule qui est un petit peu sous forme de boutade, mais pas complètement. C'est de dire à des jeunes étudiants en ce moment, faites du droit de l'urbanisme, parce qu'il va y avoir des carrières à faire dans l'avenir, parce qu'il va y avoir des collectivités à défendre sur des recours, et il va y avoir des particuliers à défendre sur des attaques au tribunal administratif. Et on le voit déjà dans nos territoires. Alors on le voit, je dirais, avec un peu de parcimonie, mais ça n'est que le début pour moi. C'est la traduction négative de ces enjeux-là. Et effectivement, il faut arriver à avoir une différenciation entre les zones particulièrement bouchées, si je puis dire, comme Aix-les-Bains, Chambéry, où il commence à y avoir bientôt plus de place pour construire. Les territoires comme les nôtres, où il y en a encore, les prix commencent
à monter effectivement. Nous, on a plaisir à accueillir de nouveaux habitants et on œuvre pour qu'ils puissent effectivement vivre chez nous, s'intégrer, avoir aussi de l'emploi. On essaie bien évidemment toujours de créer de l'emploi supplémentaire qui puisse participer à la vie de nos communes, la vie associative, la vie festive, etc., la vie intergénérationnelle, la vie sociale. Mais il est vrai que c'est un enjeu important pour l'avenir, un petit peu résumé sous le terme de bien vivre ensemble, comme on le dit souvent, et c'est ce qui est important à préserver, et c'est aussi ce pourquoi on œuvre au quotidien. Alors du coup, on est face à des questions qui finalement se tournent le dos, parce que si concrètement on est face à on va pas dire une impossibilité, mais en tout cas un sujet compliqué pour pouvoir effectivement urbaniser, et qu'en même temps il y a une demande qui est forte. Comment on fait ? C'est le chien qui se mord un peu la queue là. C'est là où il faut être malin. Et il faut arriver à trouver les bonnes formules en termes d'habitat. Il est évident que les logements, les maisons, les habitations, comme on pouvait le voir il y a 30 ans, avec 2000, 2500, 3000 mètres carrés de terrain, ça n'existe plus. Ça n'existe plus déjà parce que c'est plus possible et ça n'est quasiment plus la demande. La demande actuellement des générations comme les nôtres, et voire même les plus jeunes encore, c'est 450, 500 mètres carrés. Voilà, donc ça commence à répondre un petit peu à ce besoin-là, mais pas complètement. On a des questions d'habitat en termes de mixité, du semi-collectif. Il y a du semi-collectif qui est très intéressant. C'est entre l'habitat collectif un petit peu traditionnel qu'on connaît et puis l'habitat individuel. Donc il y a des choses comme ça qui existent sur lesquelles il faut réfléchir, il faut avancer, et notamment dans les centres bourgs, dans les bourgs, les centres bourgs ou les bourgs-centres, appelez-les comme vous voulez, comme les nôtres sur nos secteurs. Après, en ville, enfin dans des territoires plus urbains, on a les enjeux de densification, les enjeux de massification aussi, puisque effectivement, François l'a dit, avec ces futures règles, il va falloir, il faut être honnête, et il va falloir l'expliquer aux gens, de dire qu'aujourd'hui, oui, vous avez peut-être en ville une petite maison, demain il va y avoir un immeuble, et il va y avoir un immeuble qui va peut-être faire 5, 7, 9 étages, en fait. Parce qu'il va falloir quand même continuer à loger les gens. Aujourd'hui, un immeuble qui avait été défini pour 5 étages, et ben il faudra peut-être en faire 7. François, on a dans mon territoire, dans notre canton du Bugey-Savoyard, on attache évidemment beaucoup d'importance à ces sujets de l'habitat et de la consommation foncière, et notamment par rapport à une activité qui est très importante et qui est un des fleurons de notre territoire, c'est l'agriculture. Donc bien évidemment, quand on a une agriculture florissante, connue et reconnue, avec notamment des coopératives, des fromages labellisés AOP ou IGP, avec de la viticulture, avec d'autres activités agricoles qui se développent, maraîchers notamment, mais encore bien d'autres, on se doit effectivement d'être très vigilant sur ces questions-là, parce que c'est notre marque de fabrique, c'est nos savoir-faire, c'est notre économie aussi, d'une certaine manière, et puis c'est simplement de l'agriculture qui nous nourrit, qui nourrit les territoires ruraux, mais qui nourrit aussi les territoires urbains. Donc on se doit d'être très attentif, très vigilant, et puis de faire de sorte que effectivement l'habitat progresse en tenant en compte tous les intérêts, tous les enjeux environnementaux bien évidemment, mais agricoles aussi. Et c'est là où nos deux cantons peuvent être complémentaires, puisque la ville doit aussi prendre sa part, en fait, dans la conservation de la qualité de vie d'un territoire plus rural comme celui de François. Messieurs, merci beaucoup, parce que là, on vient de passer une heure vraiment très constructive, pour le coup. En l'occurrence, c'était un très beau territoire d'élus. Je vous remercie parce que du coup, je pense que vous avez vraiment réussi à nous faire décrypter. Je vais pas dire vulgariser parce que le terme je l'aime pas bien, mais en tout cas, on finit l'émission avec beaucoup plus de compréhension que comme on l'a commencé. Donc vraiment, merci beaucoup, François Moiroux, d'être intervenu ce soir. Merci à vous. Aloïs Chassot, merci également. Merci. Pour ces éclairages. C'était la seconde donc de Territoire d'élus. On se retrouve la prochaine fois. Ce sera quoi ? Ce sera début janvier. Donc il faudra vous remettre des fêtes, parce que le Territoire d'élus numéro 3 va annoncer encore de beaux invités.
Quant à moi, je souhaite de passer une très bonne soirée, évidemment, sur Radio Grand Lac 92.1. 92.1, 92.1, 92.1, 1000 excuses.